le droit dans sa totalité. Et également, d'un point de vue scientifique, ces connaissances du contexte non juridique du droit peuvent être faussées. Comme il n'y a aucune garantie que ces expériences professionnelles soient suffisamment complètes et représentatives de la réalité sociale entière. Mais dans ces limites-là, le praticien du droit est apte à placer le droit dans son contexte économique, sociologique, historique. Mesdames et messieurs, c'est pour relier donc la théorie donc à la pratique que nous avions essayé d'organiser ce webinaire afin d'établir un canal pas de Suez, mais un canal édifiant entre les praticiens du droit maritime et les théoriciens de ce droit qui nous passionne tous. C'est pour cette raison que nous avions adressé une demande au ministère de l'économie maritime afin de porter à la connaissance de ce public virtuel ce que c'est que ce ministère, quel est le rôle ou les missions de ce ministère au service de l'économie bleue de notre pays, mais également le Haut Conseil à la mer, donc le HCM, à travers donc, les représentants du ministre qui viendront présenter également le rôle de cette structure pour le service de l'économie bleue dans notre pays. Sans plus tarder, nous avons 3 panélistes, mais nous aurons 2 présentations. Le premier panéliste, M. Kodjo, du ministère de l'économie maritime, va présenter donc, le ministère. Et ensuite, les 2 panélistes vont présenter le AICM. Donc, je vais très rapidement donner donc la parole à M. Kodjo pour sa présentation et j'inviterai ceux qui n'auront pas la parole de couper le micro afin de nous permettre d'avoir un webinaire assez tranquille. Je vous remercie. M. Kodjo, vous avez la parole. Merci, monsieur le secrétaire général de l'Association togolaise. C'est le président, ok, pardon, le président. C'est un honneur pour moi de me présenter devant vous pour ce webinaire qui concerne effectivement les institutions du droit maritime, pour les institutions au service du développement de l'économie bleue. Alors, je vais faire une présentation juste en 3 petites parties. Déjà avant ça, un mot introductif est important pour pouvoir poser le contexte. Ensuite, une première partie qui va se baser beaucoup plus sur mon ministère, le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, une institution principale dans le développement de l'économie bleue au Togo. Ensuite, je vais également parler un peu de l'ONAM parce qu'il s'agit de parler des institutions, donc il importe également de parler un peu de l'ONAM, même si mes collaborateurs vont peut-être développer cet aspect. Puis ensuite, on va parler d'une 3e partie qui concerne beaucoup plus les acteurs non étatiques au service également du développement de l'économie bleue. Et puis, on va terminer par un mot conclusif. Alors, en introduction, on peut dire ceci. Le positionner aujourd'hui comme un pays pionnier en matière de développement de l'économie bleue sur le continent africain, notre pays, le Togo, a lancé des initiatives audacieuses à la suite du succès retentissant du sommet sur la sécurité, la sécurité et le développement en Afrique. Sommet au cours de laquelle il a été adopté la charte de Lomé. Cette charte qui a contribué justement à la reconnaissance du rôle significatif du chef de l'État togolais dans la promotion de l'économie bleue en Afrique. Cette reconnaissance, justement, a été matérialisée par le prix d'excellence qui lui a été décerné en novembre 2018 à Nairobi. Alors, l'économie bleue, son intérêt pour le Togo
il faut dire déjà que l'économie bleue représente au moins la moitié du PIB national, allant jusqu'à 110 à 110% en 2010. Le port autonome de Lomé, qui est l'un des meilleurs du continent africain, est le poumon de l'économie nationale. Le développement de l'économie bleue contribue à l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 et notamment de l'ODD 14 qui stipule conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Mais pour mieux comprendre le sujet qui nous réunit aujourd'hui, il s'agit quand même de définir un peu le concept de l'économie bleue. Et on peut dire que l'économie bleue, c'est le développement économique durable. Un développement qui est axé sur la mer et qui utilise les techniques telles que l'aménagement du territoire pour intégrer l'utilisation des mers et des océans, des côtes, des lacs, des cours d'eau. Je pense que l'économie bleue est un concept qui va au-delà même de la mer. Parce que l'économie bleue parle également de l'économie qui est liée aux différents cours d'eau d'un pays, notamment les fleuves, les lacs et autres. Et dans l'économie bleue encore, il faut parler de l'aspect durabilité qui est très important parce que qui parle d'économie bleue parle de l'exploitation des ressources marines, mais de façon durable. Donc, faire en sorte que effectivement les générations présentes et futures puissent également profiter de cette richesse. Alors, on ne peut pas parler de l'économie bleue sans parler de l'économie maritime parce que ici, les deux concepts, la plupart du temps, on peut les confondre. Mais l'économie maritime peut être définie et a été définie justement dans l'annexe 1 de la Charte de Lomé comme un ensemble d'activités économiques qui ont des liens géographiques et sectoriels avec le domaine maritime. Donc, à partir de cette définition, on peut définir que l'économie bleue, en prenant en compte le secteur aquatique dans son ensemble, de même que la notion de durabilité, s'inscrit dans un champ beaucoup plus vaste que l'économie maritime. Donc, l'économie bleue est donc une stratégie économique à long terme visant à encourager la croissance durable dans le secteur marin et aquatique. Alors, notre ministère, le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, qui a été mis en place par le gouvernement pour le développement de l'économie bleue au Togo, s'inscrit dans la droite ligne de la feuille de route présidentielle 2025. Cette vision nationale déclinée en 3 axes est constituée des projets, des réformes. L'axe stratégique de cette feuille de route vise à renforcer l'inclusion, l'harmonie sociale et puis consolider la paix. L'axe stratégique 2 permet de redynamiser la création, mais l'axe 3 consiste à moderniser le Togo et à renforcer ses structures. Il s'agit donc entre autres de mettre le développement durable en général et l'économie bleue en particulier au cœur des priorités de notre pays. Alors, parler des institutions du secteur maritime, quand on parle de la notion d'institution du secteur maritime, on peut aller dans un premier temps, dans un contexte général, donc au niveau international, au niveau régional et puis au niveau national. Mais ce qui nous concerne ici, c'est beaucoup plus au niveau national. Donc, je vais faire l'économie des institutions au niveau international et régional et revenir beaucoup plus au niveau national pour dire qu'au nombre des institutions nationales du secteur maritime œuvrant dans la promotion de l'économie bleue au Togo, on peut citer par excellence le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Comme son nom l'indique, c'est un ministère chargé justement de développer l'économie maritime au Togo. Alors, ce ministère est organisé avec certaines directions techniques, notamment la direction des affaires maritimes. On va y revenir pour parler un peu de leur mission, et puis la direction des pêches et de l'aquaculture. Ça, c'est la direction qui existe, qui existait même, on peut le dire, avant même la mise en place de ce ministère de l'économie, ce ministère de l'économie maritime dédié uniquement aux questions maritimes. Et c'est pour la première fois dans notre pays, justement, qu'on a créé un ministère qui est consacré uniquement aux questions maritimes. Donc, mais tel que son nom l'indique, le ministère de l'économie maritime, on l'a arrivé avec la protection côtière. La protection côtière qui était, dans le gouvernement passé, une attribution du ministère de l'Environnement.
Aujourd'hui, la protection côtière est arrimée au nouveau ministère. Donc, les missions de ce nouveau ministère ont également une dimension liée à la protection côtière. Et comme vous le savez bien, le port autonome de Lomé, également qui est le poumon de notre économie, est sous la tutelle du ministère de l'économie maritime. Alors, pour parler un peu de ça, nous allons parler du décret effectivement qui a mis en place le gouvernement et qui a créé le ministère de l'économie maritime. Et après, on peut également montrer par rapport à l'organisation et au fonctionnement de ce ministère, le décret qui va organiser ce ministère n'est pas encore pris à ce jour. Donc, le ministère travaille avec d'abord les directions qui existaient déjà avant sa création. Je parlais de la direction des affaires maritimes et de la direction de la pêche et de l'aquaculture. Alors, pour les autres directions, parce qu'éventuellement, quand on voit effectivement l'intitulé de ce ministère, on se dit que forcément, il doit y avoir une direction de la protection côtière. Le rôle de ce ministère, conformément à la feuille de route du gouvernement, est de moderniser l'administration maritime, transformer la gouvernance du port autonome de Lomé pour en faire une plateforme privilégiée dans le golfe de Guinée pour le transport maritime. Également, une autre mission, c'est de favoriser l'épanouissement des pêcheurs et des pisciculteurs par une utilisation responsable du nouveau port de pêche, la modernisation de la pêche, l'industrialisation de la transformation des ressources halieutiques par la création des emplois. Et puis également la protection du littoral. Comme vous le savez, notre pays est confronté à un problème d'érosion côtière très déterminé. Il faut trouver un moyen justement de lutter contre ce fléau dans notre pays. Et puis, dans cette feuille de route gouvernementale, l'axe stratégie de la feuille de route avec la vision 5, affirmer la place du pays en tant qu'un hub logistique et de services. Donc, notre ministère est chargé justement de faire en sorte que notre pays puisse justement développer le secteur des transports au Togo. Alors, le ministère, quand bien même il n'y a pas un test qui organise le ministère, il y a des tests quand même qui organisent les deux directions dont j'avais déjà parlé, la direction des affaires maritimes et la direction des pêches et de l'aquaculture. En ce qui concerne la direction des affaires maritimes, il y a la loi 2016-028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande a posé un certain nombre d'attributions pour cette direction, notamment l'administration des navires et des agents flottants en général, la participation à l'administration des plateformes forage et autres, la production pétrolière, gazière, participation à l'administration des domaines publics maritimes et lagunaires, l'administration des professions et des gens de mer, participation à la protection de la préservation du milieu marin. Donc, vous comprendrez qu'effectivement, l'administration maritime joue un rôle déterminant dans le développement de l'économie bleue au Togo, à partir de jouer à la protection des navires et des gens de mer, toutes ces personnes qui œuvrent pour que les bateaux puissent justement quitter un continent pour un autre en matière de trafic maritime. Également, la direction des affaires maritimes également s'occupe de la lutte contre les pollutions marines, bien sûr avec le ministère de l'Environnement, mais pour ce qui lui concerne, c'est les pollutions issues des différents navires. Donc, il participe également à cette activité et lié également à la sécurité et à la sûreté portuaire. Donc, conformément au code de la marine marchande, la direction des affaires maritimes joue également le rôle lié à la sécurité et à la sûreté des installations portuaires et des navires. Il participe également à la recherche et à l'assistance au sauvetage en mer. Voilà, donc la direction des affaires maritimes, on peut le dire, est la direction phare du ministère de l'économie maritime parce que c'est elle qui est le bras armé de toutes les activités liées à l'économie maritime. Alors, il y a la deuxième direction qui existe déjà, et c'est la direction des pêches et de l'aquaculture. Conformément à la loi numéro 2016-016 du 11 octobre 2016 portant réglementation de la pêche
et de l'aquaculture au Togo, cette loi dispose que la direction doit définir les règles applicables à la pêche et à l'aquaculture dans les eaux continentales et dans les eaux maritimes. Il faut noter que la direction des pêches et de l'aquaculture ne s'occupe pas seulement que de la pêche maritime, elle s'occupe également de la pêche continentale. Parce que quand les gens lisent le nom du ministère, qui est le ministère de l'économie maritime, les gens ont comme impression que le ministère se charge uniquement que des questions liées à la mer. Mais pour ce qui concerne la pêche, ce n'est pas seulement des questions liées à la mer, c'est également la pêche continentale. Donc, c'est ce ministère qui s'occupe de la pêche continentale, de l'aquaculture, de la pisciculture. Et actuellement, le ministère est dévoué pour développer, pour moderniser cette pêche-là au Togo. Mais comme vous le savez, la pêche pour le moment telle qu'elle est effectuée au Togo, c'est une pêche à 90% une pêche artisanale. Mais nous avons quand même quelques chalutiers qui font quand même de la pêche. Et nous avons pour ambition maintenant de moderniser la pêche en quoi faisant, en permettant à ce que les communautés de pêche puissent s'organiser et trouver des moyens pour les doter de navires modernes. Il faut également voir dans la mesure du possible si on peut également permettre à ce qu'on puisse donner des permis de pêche à non seulement des chalutiers, mais à des thoniers. Je profite pour dire que le Togo actuellement a introduit la convention sur les thons, la conservation des thons. Le Togo ne l'avait pas ratifié, mais actuellement le Togo a pris des dispositions pour ratifier cette convention, ce qui permettra également de développer la pêche moderne. Alors, on ne peut pas parler de ces deux directions sans parler du port autonome de Lomé. Et par rapport au décret régissant ce port, il faut dire que la mission du port, c'est la modernisation de l'outil portuaire, justifiée entre autres par la taille des navires que les installations portuaires arrivent à accueillir. Donc, le chef de l'État a, à partir dans les années 2010, fait des concessions qui permettent aujourd'hui que les installations portuaires accueillent des navires de dernière génération. Ces navires ne peuvent même pas aller dans d'autres ports de la sous-région. C'est pourquoi notre port est considéré comme l'un des meilleurs au Togo. Donc, il faut dire que le port joue un rôle vraiment important dans le développement de l'économie bleue au Togo. Alors, les autres démembrements de notre ministère, il y a également le Conseil national des chargés du Togo, qui a une double casquette. Ils sont également au ministère chargé des transports routiers et ferroviaires, mais également ils travaillent avec le ministère de l'économie maritime. Et l'une de ces missions, c'est la concession de l'Observatoire national de transport des marchandises et la diffusion périodique par le Centre de formation des séminaires et de formation à l'intention des opérateurs économique. Alors, les autres démembrements, vous savez que sous l'impulsion du chef de l'État, actuellement, le Togo dispose d'un port de pêche, c'est vrai, c'est un port artisanal, mais quand même, ce port fait un travail énorme, en quoi consistant en contribuant à la gestion durable et efficace du port, et en construisant avec le soutien de la coopération japonaise. Aujourd'hui, ce port de pêche peut accueillir jusqu'à 300 pirogues, ce qui n'était pas le cas avant. Le port de pêche contribue également au développement des chaînes de valeur de la pêche maritime, conformément à l'axe 2 du Programme national de développement. Alors, on pense construire dans le futur des infrastructures complémentaires pour accompagner le port de pêche en vue de mieux développer son activité de pêche. Alors, le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, à travers justement la direction des affaires maritimes, la direction des pêches et de l'aquaculture, à travers le port autonome de Lomé, à travers le port de pêche, développe l'économie bleue au Togo. Mais il faut dire que nous attendons le décret portant organisation et fonctionnement de ce ministère pour pouvoir créer d'autres directions, d'autres services techniques, notamment la direction de la protection côtière
et puis également la direction des fonds marins, parce qu'il est temps d'explorer notre fond marin pour voir ce qu'on peut avoir comme ressource qui n'est pas encore exploitée. Alors, sans décret, on ne peut pas effectivement étaler les missions de ce ministère. Ce ne serait pas, à mon avis, je le dis parce que ce ne serait pas basé sur des tests. Mais ce que je viens de faire, c'est seulement lié à l'intitulé seulement du ministère, qui est un ministère de l'économie maritime, un ministère de la pêche, un ministère de la protection côtière. Au moins, ces trois attributions permettent de dire que le ministère va développer l'économie maritime, le ministère va développer l'activité de pêche et de l'aquaculture aussi bien au niveau maritime qu'au niveau continental. Et le ministère également va prendre des dispositions pour gérer son littoral, notamment en matière de protection côtière. Et comme on parle du littoral, il faut savoir que le 25 mai dernier, le 25 mai 2021, l'Assemblée nationale a adopté la loi portant aménagement, protection et mise en valeur du littoral. Ce texte permettra de développer justement l'économie du littoral à travers les touristes, les activités touristiques et à travers toute activité qui pourra effectivement permettre de développer l'économie bleue au Togo. Je ne pourrais pas finir ma présentation sans parler un peu des autres acteurs. Sinon, mes collègues vont développer ces aspects. Mais je voulais dire un mot pour dire que ce n'est pas le ministère de l'économie maritime seulement qui s'occupe du développement de l'économie bleue au Togo. Il y a également l'ONAEM, c'est-à-dire l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer, qui coordonne les activités de toutes les administrations impliquées dans l'action de l'État en mer. Mes collègues reviendront sur ces aspects et ils vont pouvoir mieux développer ces aspects. Autre chose, il faut parler également du rôle important du secteur privé dans le développement de l'économie bleue. Parce qu'on ne peut pas parler également du développement de l'économie bleue sans parler de ces acteurs non étatiques qui également contribuent à développer l'économie bleue au Togo. Il s'agit par exemple des différentes installations portuaires qui ont eu des concessions et qui, à travers des infrastructures modernes, développent l'économie bleue au Togo. Il s'agit également des communautés des pêcheurs qui se sont organisés et qui apportent une plus-value au développement de l'économie bleue au Togo. Également, on peut parler des différentes ONG qui œuvrent dans le développement de l'économie bleue parce que c'est des ONG qui contribuent, qui apportent leur plus-value à ce que l'exploitation des ressources marines se fasse de façon durable. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais juste, en conclusion, dire que pour œuvrer au développement de l'économie bleue de manière efficace et rationnelle, il conviendrait que les pays du Golfe de Guinée en général adoptent une démarche commune de coopération et d'intégration régionale. Alors, le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, créé pour œuvrer à la promotion et au développement de l'économie bleue au Togo, continue d'être effectivement doté en matériel et en personnel pour relever les défis qui sont les siens dans la mise en œuvre de sa politique. Le décret portant organisation et fonctionnement de ce ministère viendra forcément pour concrétiser cet acquis. Également, à la suite de la charte de Lomé, une stratégie africaine pour l'économie bleue est en train d'être finalisée, sera adoptée bientôt. Cette stratégie de développement de l'économie bleue permettra aux États de pouvoir forcément implémenter les dispositions de cette stratégie en vue de développer l'économie bleue dans nos pays. La matérialisation de toutes ces ambitions et projets, à l'instar de celui de la création d'un centre de recherche marine, est soumise à des défis économiques de taille, justifiant la perspective de création d'un fonds bleu pour pouvoir développer l'économie bleue. Donc, en résumé, on peut se dire qu'au Togo, plusieurs institutions participent au développement de l'économie bleue. Mais le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière est le ministère de prédilection pour pouvoir porter haut ce projet du chef de l'État qui est de faire de notre pays un hub logistique, un centre d'affaires de premier ordre.
Et c'est en cela que le ministère est créé et nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir développer l'économie bleue au Togo. Toutefois, nous ne pouvons pas le faire sans les autres acteurs parce que le secteur maritime est vaste. Il faut que les autres acteurs nous accompagnent dans cette activité, dans cette attribution. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et pour les questions, je suis disponible pour répondre aux questions des uns et des autres. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier pour cette présentation très édifiante et assez claire. Je pense que tout de suite, on va donner donc la parole à vos collègues de l'ACM de faire la présentation et puis après, on reviendra sur le résumé des deux présentations et donner donc la parole aux participants de vous poser des questions. Monsieur Mengoli, vous avez la parole. Merci. J'espère qu'on m'écoute. Très bien, très bien. D'accord. Avant tout, j'aimerais présenter les remerciements à l'Association togolaise de droit maritime au nom du ministre conseiller pour la mer, pour l'intérêt que cette association porte à l'endroit du secteur maritime togolais. Sans plus tarder, je pense que Monsieur le DC a bien planté le décor avec toutes les définitions possibles qu'il fallait mettre en exergue avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a une vidéo qui se fait voir? Pas encore. Pas encore. Alors, je pense que Isaac, je pense que tu dois autoriser le partage pour que M. Mengoli puisse montrer la vidéo. Je pense qu'il faudra autoriser. On va évoluer ainsi. Donc, le thème à l'ordre du jour, ce sont les institutions nationales au service du développement de l'économie bleue au Togo. Je pense que c'est bon. Monsieur Mengoli, semble-t-il que c'est bon? Vous pouvez faire passer la vidéo. On peut encore essayer pour 2 minutes, 2 minutes. D'accord. Très bien. Donc, ça a commencé par venir. Très bien, on le voit. Vous le voyez? Oui, parfait. Un instant. Juste à l'introduction, parfait. Donc, nous allons dire que le sujet à l'ordre du jour concerne l'économie bleue. Et développer une économie bleue résiliente exige une vision stratégique et un engagement, une bonne gouvernance et des investissements. Le Togo s'est résolu dans cette dynamique depuis 2014 en mettant en place un certain nombre de réformes de son secteur maritime, ce qui lui a permis à un moment donné de planter un certain nombre d'institutions qui lui ont permis de relever des défis liés à l'économie bleue. Et d'entrée, je vais dire que ceci est dû à plusieurs éléments. D'abord, dû à son espace maritime et à ses ambitions de faire du Togo un hub logistique sous-régional, mais également de développer cette économie bleue-là. Pour ce faire, le Togo s'est enregistré dans plusieurs démarches, à l'instar de la tenue des travaux relatifs qui ont permis d'aboutir à l'adoption de la Charte africaine sur la sécurité et la sûreté maritime, qui est l'un des documents aujourd'hui qui témoigne de la volonté de l'Afrique d'avoir une économie bleue vraiment durable. Et pour ce faire, le Togo a également mis en place un certain nombre d'institutions, comme je l'ai dit, et l'ONAEM est l'un des organismes qui a été créé dans ce sens. Et l'ONAEM, aujourd'hui, je crois, est l'institution qui fédère le mieux les instances qui interviennent dans le domaine maritime. Et dans cet exposé, il me revient de présenter un tant soit peu
l'importance de cette institution dans le domaine de l'économie bleue. Alors, comme je l'ai dit, le deuxième axe pour atteindre l'économie bleue, c'est d'avoir une bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance au Togo passe à travers la mise en place d'une instance fédératrice des énergies et de l'action gouvernementale. Alors, cette synergie se fait dans le cadre de l'ONAM. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ONAM? L'ONAM est une structure étatique dotée de... L'ONAM est une structure étatique dotée donc de 3 niveaux. Le premier niveau concerne plus le Haut Conseil pour la mer, présidé par le chef de l'État. Le deuxième niveau, le Conseil pour la mer et ses services. Et enfin, la préfecture maritime. Donc, à chacune de ces institutions, nous allons essayer de montrer leur importance et leur mission. En ce qui concerne le Haut Conseil pour la mer, il s'agit d'une instance gouvernementale, comme je l'ai dit, qui est l'instance suprême de l'ONAM. Il regroupe toutes les institutions intervenant dans le secteur maritime, ainsi, outre le président de la République, qui le coiffe, nous avons le Premier ministre, le ministre chargé de l'économie maritime et tous les autres ministres qui interviennent dans l'action de l'État en mer. Ceci dans le but d'avoir une synergie et une stratégie unique pour le Togo. Et donc, cette stratégie unique permet de dégager les grandes orientations et sous la coupole du chef de l'État permet de mettre fin à un certain nombre de barrières administratives ou d'obstacles administratifs qui existaient entre-temps. Vous savez comme moi qu'à un moment donné, lorsqu'il y a plusieurs attributions qui sont partagées par plusieurs administrations, il y a souvent des blocages. Le fait de mettre toutes ces instances sous la coupole du Haut Conseil pour la mer, présidé par le chef de l'État, permet de dissiper tout d'un coup ces barrières ou bien ces réticences de collaboration. Et donc, ça permet de dégager des orientations et des politiques précises qui permettent d'atteindre un certain nombre d'objectifs dans le domaine maritime. Alors, pour ce faire, le Haut Conseil pour la mer a jugé bon de doter notre pays d'une stratégie nationale pour la mer et le littoral qui est renouvelable chaque 5 ans. Elle est composée de 5 grands axes et l'axe stratégique 2 est dédié justement au développement de l'économie bleue, ce qui montre toute l'importance qu'accorde l'État togolais à travers l'ONAM à l'économie bleue dans notre pays. Et chaque année, le Haut Conseil pour la mer se réunit en conférence maritime. Donc, tous ces ministres se réunissent en conférence maritime pour évaluer la mise en œuvre de cette stratégie et voir les manquements et donner de nouvelles orientations pour une prise de décision rapide l'année suivante pour réadapter la vision par rapport à la stratégie qui a été adoptée. Donc, l'autre palier de cet organisme, c'est le Conseil pour la mer ainsi que ses services. Donc, c'est une instance, vu que le Haut Conseil pour la mer ne se réunit qu'une fois l'an, le gouvernement a jugé bon de mettre en place une instance permanente. Une institution permanente, donc c'est le cas du Haut Conseil pour la mer, et ses services qui assurent la permanence du Haut Conseil pour la mer. Donc, à travers l'harmonisation des politiques interministérielles, il est au niveau stratégique, donc permet une meilleure harmonisation des prises de décision au niveau ministériel et une entente, une collaboration et la mise en place de schémas directeurs pour l'atteinte des objectifs dans le domaine maritime. Et éventuellement, c'est cette institution, c'est-à-dire le conseiller pour la mer, qui est le point focal de l'État au niveau international. Donc, il permet ainsi de développer un certain nombre de relations avec d'autres institutions phares qui interviennent dans le domaine de l'économie bleue. Et nous allons par la suite voir ces différentes réalisations qui ont pu être faites sous la coupole de cet organisme-là. À part le conseiller pour la mer, nous avons la préfecture maritime qui est
elle, au niveau opérationnel. C'est-à-dire que tous les ministères qui interviennent dans le domaine maritime ont des directions ou des structures techniques qui, lorsqu'il y a une situation sur zone dans le domaine maritime, à l'instar d'une crise maritime, c'est cette direction-là qui intervient. Donc, il revient à la préfecture maritime de coordonner de façon pratique sur le terrain et aussi bien les moyens que les ressources humaines qui devront intervenir sur zone pour résoudre une situation donnée. Je prends par exemple le cas d'une piraterie. Nous avons la marine nationale, la justice, l'immigration, les affaires étrangères qui interviennent tous pour mieux harmoniser et avoir une action efficace. Cette crise est souvent gérée par le préfet maritime qui est le directeur de crise. Donc, voilà à peu près la distinction qu'il y a entre le conseiller pour la mer et le préfet maritime. Lui, il est plus technique, il est au niveau opérationnel. Alors, tout ce ensemble, l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer a jugé nécessaire de procéder à un certain nombre d'investissements afin d'avoir une économie bleue résiliente au Togo. Alors, au rang de ces investissements, nous pouvons citer, comme vient de le dire le DC, la construction d'un port de pêche qui permet aujourd'hui aux pêcheurs d'avoir une zone moderne dédiée à leur activité et à une préservation de leurs prises. Leurs prises sont dorénavant aujourd'hui mieux conservées et ils sont dans un cadre plus adapté à leur activité. Nous avons l'installation de trois stations météorologiques marines sur le long de la côte qui permettent aujourd'hui aux navigateurs, aux navires d'avoir des informations nautiques à temps et donc, du coup, d'éviter un certain nombre d'accidents dans le domaine marin. Et nous avons également l'accompagnement de la gendarmerie maritime dans l'acquisition de matériel de plongée sous-marine, notamment dans le cadre des recherches et sauvetages. L'ONAM a accompagné et continue d'accompagner les inspecteurs de pêche en vue d'avoir un certain nombre de données scientifiques, de données technologiques, à vue d'assurer une meilleure gestion des stocks de poissons et pour une gestion durable de ce bien très important pour l'économie maritime. Nous avons également la formation continue des pêcheurs au respect des règles et bonnes pratiques que périodiquement l'ONAM donne à l'endroit des pêcheurs. Nous pouvons également citer la communication constante sur les enjeux de l'économie bleue à travers des canaux dont un bulletin d'information trimestriel que publie trimestriellement l'ONAM en vue de permettre au grand public de connaître les grands enjeux liés à l'économie bleue au Togo. À part ces investissements liés aux infrastructures, à l'équipement, à la formation, l'ONAM s'est investi dans le domaine juridique en permettant à l'État togolais, en invitant l'État togolais à ratifier et à adhérer à un certain nombre de conventions internationales. Et parmi ces conventions internationales, nous avons, le Togo a pu donc ratifier sous le lobbying de l'ONAM l'accord relatif aux mesures de ressort de l'État du port. Aujourd'hui, comme l'a précisé Monsieur le DC, il y a un projet de loi portant adhésion du Togo à la Convention pour la conservation des thonidés dans l'Atlantique qui est en cours qui a été discuté en commission et donc qui va bientôt être voté. Au niveau de l'adoption de nouveaux textes législatifs importants, l'ONAM a permis l'adoption, comme vient de le dire le DC, d'un nouveau code pénal, du code de la marine marchande, de la loi portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture et une dernière loi, la loi relative à l'aménagement, la protection et la valorisation de littoral. Tous ces textes législatifs permettent de mieux cerner le domaine maritime en vue d'une gestion durable de ce domaine. Et comme nous le savons tous,
aujourd'hui, pour avoir une activité prospère, il faut une certaine sécurité. Et donc, le nouveau code pénal a permis au Togo de prendre en compte la notion de piraterie maritime et de donner à l'État togolais une compétence universelle pour juger ces genres d'actes de piraterie. Donc, hormis cela, le code, la loi sur la pêche permet aujourd'hui de réglementer ce domaine d'activité pour éviter un tant soit peu la propagation ou bien le fait grandissant des actes de pêche INN. Alors, à part ces dispositions législatives, il y a des dispositions réglementaires qui ont été prises et comme nous pouvons le voir, le dernier est le décret de 2021 relatif au transbordement des activités, aux opérations de transbordement en mer. On cite à tort le Togo comme un pays exportateur de pétrole, mais c'est parce qu'aujourd'hui, les eaux sous juridiction togolaises bénéficient d'une certaine sécurité à une telle enseigne que les navires décident de venir dans les eaux territoriales togolaises au mouillage pour faire les opérations de transbordement, ce qui fait grimper un tant soit peu les statistiques dans le domaine de l'exportation du pétrole. Donc, voilà à peu près une activité également qui est contrôlée aujourd'hui dans nos espaces maritimes. Et ces contrôles permettent de faire grandir un tant soit peu ou bien de réduire les effets relatifs, par exemple, à la pollution qui peut naître de ces transbordements-là en mer. Voilà à peu près l'idée qui sous-tend ce décret, mais également de faire produire des effets financiers. Le transbordement a un coût dorénavant qui doit être payé, mais pas aussi élevé, hein, qui doit être payé par ceux qui se livrent à ce genre d'opérations dans nos eaux. Nous avons un projet de décret relatif aux activités de plongée maritime. Ce sont des activités qui peuvent être considérées comme relevant de l'économie maritime et l'économie bleue. Et cette activité est en perpétuelle croissance aujourd'hui dans nos eaux. Et le gouvernement a décidé de réglementer également ces activités. Au vu de toutes ces actions qui ont été menées, l'ONAM a pu constater un certain nombre d'avancées dans le domaine, notamment en ce qui concerne l'économie bleue. Et ces avancées, nous pouvons les citer, entre autres, l'accroissement des activités marines et portuaires, la gestion durable du milieu marin, l'amélioration de la sécurité et de la sûreté maritime, l'amélioration de la sûreté et de la sécurité portuaire, le développement de projets durables en faveur de populations côtières, l'obtention par le Togo de nombreux prix distinctifs ces dernières années. Et comme le DC venait de le dire, cela concerne plus en 2018 la distinction faite au chef de l'État pour son engagement en faveur de la promotion de l'économie bleue en Afrique. Nous avons aussi des certifications que notre port a eues du fait de sa bonne gestion des activités portuaires. Et donc, tous ces éléments permettent de voir l'impact qu'a l'économie bleue dans notre pays et donc l'importance qu'accorde le gouvernement à ce secteur-là. Pour conclure, je vais dire que l'institutionnalisation de l'ONAM a permis au Togo de mieux donc, l'institutionnalisation de l'ONAM a permis au Togo de mieux organiser son secteur maritime pour le rendre plus compétitif, ceci dans un cadre sécurisé et respectueux de l'environnement. Et la création du ministère dédié à l'économie maritime donc, vient reconforter cette dynamique du gouvernement togolais dans ses ambitions maritimes. Vivement que la feuille de route du gouvernement qui met au cœur de ses préoccupations la gouvernance maritime soit respectée par chaque membre du secteur et qu'au sein de l'année 2025, qui en principe doit permettre de faire le bilan à mi-parcours de la nouvelle stratégie pour la mer et le littoral, que nous soyons en phase avec nos ambitions dans le domaine de l'économie bleue. Je vous remercie.
Très bien, merci beaucoup à M. Mengoli, effectivement, pour cette présentation assez claire et suffisamment complet, outillé. Je vais très rapidement résumer donc les propos des deux panélistes, hein. Je pense qu'il faut très rapidement retenir de la toute première communication du DC que la direction des affaires maritimes et la direction de la pêche, de l'aquaculture, hein, sont des directions techniques euh, du ministère de l'économie maritime et plus précisément la direction des affaires maritimes qui, en quelque sorte, est la direction phare de ce ministère. Avant-propos, vous avez très rapidement rappelé une distinction essentielle, hein, qu'il faut faire entre économie maritime et économie bleue. Vous retenez que l'économie maritime est une approche beaucoup plus restrictive, hein, de l'économie bleue et que l'économie bleue est en réalité, hein, la conception assez large. Alors, vous avez très rapidement relevé que le ministère de l'économie maritime, hein, œuvre essentiellement pour la modernisation de l'économie maritime dans notre pays, hein. Il œuvre également pour l'épanouissement donc, de la pêche, hein, dans notre pays, la protection du littoral. Le ministère travaille essentiellement avec des structures, hein, comme le port autonome de Lomé, qui bien évidemment est placé sous la tutelle de ce ministère. Et également, le ministère de l'économie maritime, hein, eux, travaillent également avec le Conseil national des chargeurs du TOCO, le port de pêche. Ce qu'il faut essentiellement retenir également, c'est que sur le plan juridique, vous l'avez très rapidement relevé, que le ministère de l'économie maritime souffre du décret portant son organisation et son fonctionnement. Votre vœu le plus cher, c'est que ce décret aboutisse dans un délai assez bref afin de permettre à ce ministère de procéder à la création de nouvelles directions, notamment la direction de la protection côtière et la direction des fonds marins. Vous aviez également rappelé, hein, dans vos propos conclusifs, hein, que le ministère de l'économie maritime a ou s'est engagé dans une démarche commune dans la sous-région afin de faciliter donc l'intégration et d'œuvrer essentiellement pour l'essor des activités maritimes dans le golfe de Guinée. Alors, pour résumer les propos de M. Mengoli, vous avez très rapidement présenté l'ONAM, hein, et vous nous avez rappelé que l'ONAM est une structure étatique, hein, sur trois paliers. Trois paliers, donc le ICM, le Conseil pour la mer et la préfecture maritime. Très rapidement, vous avez rappelé que le ICM est présidé par le chef de l'État, qui est l'instance suprême de l'ONAM et qui œuvre avec l'ensemble des ministères qui sont essentiellement touchés par les questions de l'action de l'État en mer. Vous aviez également rappelé que le Conseil pour la mer, hein, qui est un palier ou une structure étatique au sein de l'ONAM, hein, l'institution permanente, bien sûr, c'est le point focal, hein, de l'État, hein, au niveau donc, international qui va essentiellement œuvrer pour les questions interministérielles relatives au domaine maritime. Et très rapidement, vous avez soulevé que la préfecture maritime, hein, qui joue un rôle essentiellement technique et opérationnel, hein, notamment la construction du port de pêche, hein, l'installation des stations de météo marine et puis l'accompagnement de la gendarmerie maritime, quoique la liste n'est pas limitative. Alors, l'ONAM, vous avez très rapidement rappelé que l'ONAM a un rôle d'investissement. Et beaucoup plus pour vous, vous avez très rapidement insisté sur l'investissement juridique de l'ONAM. En réalité, pour vous, l'ONAM a un rôle très essentiel dans la préparation des dispositions législatives, hein, entre guillemets, de notre pays, essentiellement l'accord relatif aux mesures, hein, du ressort de l'État, la préparation de notre Code 2016, hein, portant la marine marchande du Togo, et la loi portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture dans notre pays,
le code pénal et effectivement d'autres textes encore. Vous avez rappelé donc le décret le plus récent du 24 juillet 2021 portant réglementation des opérations de transbordement en mer. Voici de manière ramassée les propos des uns et des autres. Et vous avez conclu, M. Mengoli, sur en présentant l'ONAM comme une institution qui œuvre pour la compétitivité et la sécurité des actions de l'État togolais donc en mer. Vous œuvrez donc essentiellement, vous formulez donc le vœu essentiel pour que la feuille de route de l'action du gouvernement en mer puisse être respectée et que notre pays garde toujours sa position essentielle et primordiale dans le sort de l'économie bleue dans la sous-région. Je tenais essentiellement à vous remercier à tous les deux pour cette présentation assez claire, simpliste et très édifiante qui nous permet en tant que chercheurs de renouer avec la pratique maritime. Je pense qu'il faut maintenant laisser la parole aux participants de poser leurs questions afin de permettre aux panélistes de répondre. Alors, pour bien faire, peut-être on va recevoir, avec l'accord du secrétaire général, une série de 5 questions qu'on va d'abord transmettre aux panélistes et après, on peut recevoir encore une nouvelle série de 5 questions au fur et à mesure. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a 3 mains qui sont levées. Alors, vas-y, je te laisse. Donc, je donne la parole premièrement à M. Ali Daniel. D'accord, allez, Daniel. Allô. Oui. Oui. Allô. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir à vous, les organisateurs de ce webinaire de ce soir, qui nous permet et qui vient éclairer notre religion sur les institutions maritimes, si je peux ainsi m'exprimer, dans notre pays. Ma première question est celle de savoir si la gestion intégrée des institutions maritimes, est-ce qu'on peut aisément dire aujourd'hui que la gestion intégrée des institutions maritimes au Togo est effective? Puisque dans le développement de du second intervenant, j'ai cru entendre que l'UNAM est l'institution qui fédère mieux et les institutions qui interviennent dans le secteur maritime. La première question. On va ensuite donner la parole à M. Maodo Malik pour sa question. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour à tous les participants, bonjour monsieur le directeur de cabinet, bonjour monsieur le représentant de l'ONAM. Je m'appelle Maodo Malik Mbaye, juriste des affaires maritimes et en même temps doctorant en droit au Sénégal. Avec voilà. Maintenant, je voulais quand même féliciter d'abord pour la présentation, pour l'organisation de cette manifestation et de nous avoir conviés, mais également remercier les panélistes pour la clarté de leur présentation qui permet d'édifier quand même sur les aspects juridiques du domaine maritime actuellement, qui, je le rappelle bien, est en voie en expansion en Afrique. Maintenant, la question que je voudrais poser à ODC, est-ce que, par exemple, est-ce que le fait le décret dont il dit qu'il n'a pas été publié sur le fonctionnement, qu'il n'a pas encore reçu, est-ce que cela ne constituerait pas une entrave ou bien un chevauchement de compétences entre les différentes directions
et entre les différentes directions, est-ce qu'il ne constituerait pas un chevauchement de compétences entre les différents, et comment il compte s'y prendre si un tel cas se présente, comment il compte s'y prendre? Une autre question pour monsieur le représentant de l'ONAM. Maintenant, j'ai vu que Togo, ils ont ratifié la convention de Rome de 2016 portant sur la pêche INN. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des mécanismes de suivi et des mécanismes institutionnels et fonctionnels de suivi pour contrecarrer ce fléau de la pêche qui est la pêche INN, qui, je vous le rappelle bien, est un phénomène qui est en train de gagner de l'ampleur, surtout dans le continent africain, et comment il compte s'en prendre. Voilà les deux questions que je tenais à soumettre au débat. Il y en a d'autres, mais bon, je ne veux pas monopoliser la parole. Je vous remercie quand même de m'avoir accordé la parole. Merci beaucoup, monsieur Mbaye, depuis le Sénégal. Merci beaucoup. Alors, on fait passer les 3 questions. On va aller jusqu'à 5, Isaac. On fait passer les 3 questions. On répond à ces 3 questions d'abord et on continue après. D'accord, très bien. La première question était de savoir, est-ce que la gestion intégrée des institutions maritimes au Togo est-elle vraiment effective? La gestion des institutions, ou la gestion intégrée des institutions maritimes au Togo est-elle vraiment effective? Je pense que la question s'adresse aux deux panélistes. Alors, la deuxième question, elle est directement posée, effectivement, donc le premier volet ODC, la question était de savoir l'absence du décret portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie maritime. Est-ce qu'elle n'entraîne pas un chevauchement de compétences entre les différentes institutions de ce ministère? Et la troisième question, elle est posée directement à M. Mengoli. La Convention de Rome portant sur la pêche INN, est-ce que cette convention, effectivement, le Togo dispose des mécanismes institutionnels et fonctionnels pour véritablement encadrer la pêche INN dans notre pays? Voilà, voici les 3 questions posées. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci également aux différents collaborateurs qui ont posé les questions. C'est des questions assez pertinentes. La première question de savoir s'il y a une gestion intégrée des différentes administrations qui interviennent dans le secteur maritime en général, peut-être pour le développement également de l'économie bleue en particulier. Oui, je peux dire oui, dans la mesure où qu'est-ce qu'on entend par gestion intégrée? C'est de faire en sorte que toutes les différentes administrations qui interviennent dans le secteur maritime puissent également travailler ensemble. Je pense que c'est cela qui a amené le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, à mettre en place l'ONAM en 2014. Parce qu'en mettant en place l'ONAM en 2014, c'est parce qu'il y avait un problème. Et le problème qu'il y avait, c'était que chaque administration travaillait de son côté. Chaque administration travaille de son côté. Or, le secteur maritime est vaste. Il y a plusieurs activités dans le secteur maritime. Plusieurs ministères intervenaient dans le secteur maritime. Plusieurs administrations intervenaient, chacune de son côté. Donc, il fallait trouver un moyen de faire en sorte qu'il puisse y avoir une coordination, une synergie d'action pour permettre justement le développement de ce secteur. C'est ça qui a amené en 2014 à mettre en place un organisme national chargé de l'action de l'État, l'ONAM. Donc, l'ONAM est arrivé à fédérer justement toutes les différentes administrations qui intervenaient dans le secteur maritime. Donc, cela a permis effectivement de travailler ensemble pendant beaucoup plus de 5 ans, jusqu'en 2020, à l'avènement du nouveau ministère de l'économie maritime. Mais avant l'avènement même de ce ministère, il y avait un ministère chargé des transports et des infrastructures qui s'occupait justement de la dimension maritime des activités. Parce que c'était ce ministère qui portait presque tous les tests maritimes. Or, ce ministère n'est pas spécialisé dans les questions maritimes. Vous allez voir qu'il était question de trouver également un ministère dédié uniquement à la question avec des spécialistes de la question. Donc, le ministère est né et justement a pris, s'est inspiré de ce que l'ONAM faisait parce que la plupart même
de ceux qui travaillent justement à l'ONAM, certains parmi eux ont été détachés justement dans ce ministère pour pouvoir travailler. Donc, le ministère travaille en synergie avec l'ONAM, mais le ministère fait beaucoup plus un travail axé sur les projets économiques, le développement des activités économiques. Parce que si nous voulons mettre en place l'économie bleue au Togo, il faut qu'un ministère soit créé, que ce ministère soit dédié uniquement à cette question afin de promouvoir le secteur. Et comme nous l'avons dit dans nos différentes présentations, l'économie bleue en Afrique est portée par notre pays. Notre pays est le porteur de cette économie bleue. Parce que c'est la première fois qu'on a trouvé un fondement juridique de l'économie bleue, c'est dans la charte de Lomé, et c'était au Togo. Donc, à partir de ce moment, il fallait créer un ministère pour pouvoir mettre en place justement une stratégie économique de l'économie bleue au Togo. Et c'est ce qui a été fait. Donc, aujourd'hui, le ministère de l'économie bleue travaille en synergie avec les autres ministères qui interviennent d'une façon ou d'une autre dans le domaine maritime. Et l'ONAM également est là, qui coordonne justement cette activité. Et ensemble, le travail marche bien. Sinon, il n'y a pas de problème. Il y a cette gestion intégrée des différentes institutions dans le secteur maritime. Pour ce qui concerne la première question, je profite pour en même temps intervenir pour la deuxième question parce que ça a un lien avec la première question, parler de chevauchement entre les différentes, d'abord directions peut-être du ministère parce qu'il n'y a pas pour le moment un décret. Je rappelle que quand on a pris le décret portant composition du gouvernement le 1er septembre 2020, en créant le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, c'est qu'il y a déjà un fondement juridique à ce ministère. En réalité, le ministère peut travailler sur déjà, en se basant, en se fondant sur ce décret, puisqu'il s'agit de quoi? De parler de l'économie maritime. L'économie maritime existe, donc ça veut dire qu'il y a une direction qui le fait ici, la direction des affaires maritimes porte la plupart des dossiers liés à l'économie maritime. Il y a une direction des pêches et de l'aquaculture. Cette direction également existait. Donc, la direction, il y a un test qui l'organise bien. Donc, également, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Leur rôle, c'est de développer la politique en matière de pêche au Togo et sa mise en œuvre. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc, en cherchant à créer, en prendre un test, un décret pour organiser le fonctionnement du ministère, c'est juste pour permettre que d'autres directions puissent être créées en tenant compte effectivement de d'autres dimensions du secteur maritime. Donc, mais à ce jour, déjà l'appellation ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, c'est ce ministère, par exemple, qui s'occupe des questions de protection côtière aujourd'hui. Nous le faisons à travers même ce décret qui porte composition du gouvernement. On veut, en attendant, le décret portant organisation et fonctionnement viendra juste préciser les missions qui sont du domaine de ce ministère. Donc, pour le moment, il n'y a pas ce chevauchement parce que le travail était déjà fait au préalable par l'ONAM qui coordonnait cela. Aujourd'hui, le ministère est venu et à travers son appellation, je pense que le problème n'est pas grave. On veut juste un décret pour pouvoir préciser les missions qui sont déjà connues à travers l'appellation même de ce ministère. Voilà ce que je peux dire par rapport aux deux premières questions. Merci beaucoup. Je pense que monsieur Mengoli s'est déjà bien préparé pour répondre à la question. Donc, monsieur Mengoli, vous avez la parole. Merci. Je vais rebondir en complément à la première question, à la réponse donnée par le DC à la première question concernant la gestion intégrée des institutions au Togo. Je dirais que, en plus de ce que le DC vient de dire, la gestion effective, la gestion intégrée est effective en ce sens que à chaque niveau ou à chaque situation, il y a des domaines où l'ONAM, qui est une structure englobant les ministères intervenant dans l'action de l'État en mer, l'ONAM invite souvent ces États à mettre ces institutions et ministères à mettre en place des comités ou commissions pour gérer des domaines bien déterminés. Nous prenons le cas, par exemple, de la délimitation des frontières maritimes. Aujourd'hui, il y a une commission nationale de délimitation des frontières maritimes qui existe et qui englobe tous les départements ministériels et institutions qui peuvent intervenir dans le cadre de cette délimitation des frontières maritimes. Je vais donner un autre exemple.
il y a un comité national de sûreté maritime qui englobe tous les ministères qui interviennent dans le domaine de la sûreté maritime et portuaire. Ils ont des grandes orientations, leurs préoccupations sont prises en compte dans ce comité et ces informations, recommandations remontent au niveau du Haut Conseil pour la mer pour la prise de décision qui redescend. C'est pour dire qu'il y a un certain nombre d'engagements, il y a un certain nombre d'orientations qui sont prises, mais de façon intégrée. Réellement, l'intégration dans la gestion existe, comme on le sait partout. Il y a souvent de petits malentendus. Rien n'est parfait sur cette terre, mais la gestion intégrée aujourd'hui est effective au Togo. En ce qui concerne la seconde question, je crois, qui m'est destinée, qui concerne la pêche INN. C'est vrai que le Togo a ratifié l'accord sur les mesures de ressort de l'état du port. Et on pose la question de savoir, le docteur me posait la question de savoir, est-ce que, comment on s'y prend pour lutter effectivement contre cette pêche INN? Je dirais que cette question a deux volets. Nous avons une lutte à l'interne et nous participons à une lutte à l'international. À l'interne, aujourd'hui, le DC vient de le dire, il y a une direction de la pêche et de l'aquaculture qui est dédiée au respect de la loi qui a été votée concernant la pêche et l'aquaculture. Et les prérogatives de cette direction lui donnent compétence pour faire des inspections lorsque les navires arrivent dans nos eaux pour monter et faire des inspections, des prises de pêche pour voir quelles sont les conditions dans lesquelles ces poissons ont été capturés. Hormis ce volet, nous avons des patrouilles mixtes qui sont organisées trimestriellement. Une date est prise à la volée comme ça, et il y a une patrouille mixte, et des patrouilles mixtes qui sont organisées trimestriellement et qui permettent de faire monter à bord d'une vedette ou bien d'un patrouilleur de la Marine nationale toutes les administrations intervenant en mer. Et donc, ces administrations vont sur ce navire et font une inspection inopinée de n'importe quel navire. Et quand il s'agit d'un navire de pêche, effectivement, les inspecteurs de pêche montent à bord et procèdent aux inspections. Maintenant, au plan régional, le Togo fait partie du CPCO. C'est une instance sous-régionale chargée de la gestion des pêches. Donc, c'est un ERGP qui permet de mieux organiser le secteur et d'avoir une surveillance générale dans le golfe du Guinée. Le Togo fait partie de cette instance qui bientôt va mettre en place, je crois, un système vraiment intégré de vidéosurveillance. Bon, je ne connais pas trop bien la technologie, mais pour mieux suivre par VMS et tous les navires de pêche qui sont dans nos eaux. Donc, le Togo va contribuer à alimenter le fonds documentaire, à alimenter la base de données, à renseigner auprès de cette organisation les navires de pêche listés sur étiquetés liste noire. Et donc, ça va permettre également à d'autres pays, en collaboration avec le Togo, de lutter efficacement contre cette pêche INN qui vraiment cause du tort à l'économie de nos États. Voilà à peu près ce que je peux donner comme réponse. Merci beaucoup, M. Mengoli. Mon cher Isaac, je Oui, pense qu'il y a encore des mains levées à Gbavon Désiré. oui, nous avons une ou deux mains. Nous allons donner la parole à M. Désiré Agbavon, qui est le vice-président de l'Association togolaise des droits maritimes, pour sa question. Et bonjour Isaac, bonjour à nos panélistes du jour. Merci pour l'intérêt que cette rencontre a suscité à leur niveau. Bon, j'aurais une question qui va sûrement s'adresser au directeur de cabinet du ministère, puisque je crois que la question, elle devra être répondue par elle, je crois bien, mais bon, on va y aller. Ma question, elle était relative au fait de savoir si le DC, il pense qu'une politique de développement ou de promotion de l'économie maritime doit prendre en compte les questions liées au développement de la flotte sous pavillon national. Je veux faire allusion à l'immatriculation des navires, d'autant plus que il y a un moment, le Togo avait suspendu l'immatriculation des navires de pêche.
est-ce que vous ne pensez pas que pour développer, pour faire une promotion de l'économie maritime, il faut développer la flotte sous pavillon national en immatriculant donc des navires, ce qui renvoie aussi à me poser la question liée aux conditions dans lesquelles se déroule l'immatriculation des navires actuellement au Togo peut-être. Je sais qu'on n'est peut-être pas parti à la convention de 86 sur l'immatriculation des navires, la convention qui n'est même pas en vigueur. Est-ce que l'immatriculation, elle se fait de nos jours juste au regard de l'article 91 de la convention de Montego Bay, en vigueur depuis 1994, ou le critère du lien substantiel, comment on l'entend de notre côté? Donc, je sais que ça fait peut-être un peu lent, hein, mais si vous perdez le fil, je pourrais vous le rappeler, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Voilà un peu ma question. Très bien, merci beaucoup. Je pense que moi, j'ai déjà perdu donc, le fil. Hein, donc, je pense qu'ils va donc nous aider à retrouver ce fil. La première question était relative. bon. Non, le DC a le fil. Donc, c'est moi qui l'ai perdu. Bon. Mais le DC a le fil, donc ça va. Parfait. Merci Isaac, beaucoup. Oui. Je peux répondre. Oui, je pense que vous pouvez y aller directement, oui. Merci beaucoup au vice-président pour cette question, qui est une question vraiment intéressante et également pertinente. Alors, je voulais dire que le Togo a interdit l'immatriculation des navires de pêche, non pas au registre national, mais au registre international. Parce qu'il faut noter qu'il y a deux registres. Il y a le registre national d'immatriculation des navires et puis un registre international d'immatriculation des navires. Alors, le registre international d'immatriculation des navires, le Togo l'a concédé. Le Togo a concédé cette mission à un concessionnaire qui se trouve à l'extérieur et c'est eux qui le font au nom de l'État togolais. Parce que beaucoup de navires avaient été cités comme étant impliqués dans certaines activités illicites en mer. Le Togo a compris que pour mieux organiser justement la gestion de ces navires battant pavillon togolais, mais au registre international, il fallait interdire justement qu'on puisse octroyer le pavillon togolais au registre international parce que à ce niveau, le contrôle de notre État n'est pas, j'allais dire, beaucoup plus étendu. On n'a pas toute... on ne maîtrise pas trop cela, quoi. Donc, on a dû suspendre ça pour ne pas qu'il y ait de n'importe quoi à ce niveau. Et on a privilégié les navires commerciaux, si je peux m'exprimer ainsi. Le vice-président voulait savoir si, en fait, nous ne sommes pas partis effectivement à cette convention sur l'immatriculation des navires de 86. Mais pour le moment, ce n'est pas nous seuls. C'est pourquoi d'ailleurs cette convention n'est pas entrée en vigueur. Il faut dire que beaucoup de pays ne l'ont pas ratifiée, mais tous les pays se fondent sur la convention de Montego Bay. Le vice-président parlait de l'article 91. Effectivement, c'est sur cet article que nous nous basons pour pouvoir justement immatriculer les navires. Donc, les navires au registre national, à ce niveau, beaucoup de navires se font immatriculer au registre national. Alors, se faire immatriculer au registre national pour la pêche ne veut pas dire que vous avez un permis de pêche dans les eaux togolaises. Vous pouvez vous faire immatriculer, aller faire la pêche en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou même partout, quoi. Mais pour faire la pêche dans les eaux togolaises, encore faut-il que vous ayez un permis de pêche, quoi, un permis pour faire la pêche. Et à ce niveau, effectivement, le Togo, à un moment donné, a suspendu un peu ces permis qu'on donnait aux différents navires pour faire la pêche. Donc, ce n'est pas beaucoup plus l'immatriculation, c'est beaucoup plus les permis. Et c'est ça que le Togo a interdit à un moment donné. Mais depuis que le Togo a commencé à développer justement l'économie bleue, notamment la pêche, eh bien, on a encore autorisé, on a commencé à autoriser justement les différents armateurs en matière de pêche à pouvoir solliciter l'immatriculation des navires. Je parle du registre national. Le registre national, oui, ça se fait actuellement. Donc, si vous avez un navire, venez solliciter, on pourra étudier. Alors, vous avez demandé aussi les conditions qui sont prévues peut-être pour
l'immatriculation des navires. Ces conditions existent quand vous allez à la direction générale, à la direction des affaires maritimes, qui justement est l'administration, qui étudie justement tous les dossiers conformément aux tests en vigueur, les tests nationaux bien sûr en vigueur. Ils le font, ils vont l'étudier et ils pourront statuer s'il faut vous donner l'immatriculation ou pas. Et ça, c'est le travail des inspecteurs des navires qui font effectivement tous les contrôles techniques, contrôles liés au social sur ces navires-là avant de statuer pour voir s'il faut donner l'immatriculation ou pas. Ça, c'est ce qui concerne le registre national. À ce niveau, il n'y a pas de... Donc, c'est le registre international. C'est à ce niveau qu'on a justement interdit aux navires de pêche de l'immatriculation. Je ne sais pas si j'ai pu répondre un peu à vos inquiétudes. Sinon, vous pouvez, si ce n'est pas ça, poser d'autres questions. Non, c'est correct. Merci beaucoup pour les éléments apportés. Donc, je comprends que la prise en compte des impératifs liés à l'immatriculation des navires fait bien partie de la politique de notre ministère et le développement de la flotte y compris. Merci à vous. Bien évidemment. Bien, effectivement, bien. Actuellement, même pour info, nous sommes en train de préparer un projet de décret portant conditions d'immatriculation des navires. Il y avait des tests, mais c'est beaucoup plus des arrêtés, des décisions. Mais nous sommes en train de renforcer le cadre juridique en matière d'immatriculation des navires. Ce projet, bientôt, sera finalisé, sera soumis en Conseil des ministres pour être adopté. À partir de ce moment, vous allez voir que les conditions d'immatriculation des navires seront beaucoup plus étayées, beaucoup plus intéressantes pour les uns et les autres. Voilà. Merci à vous. Merci, monsieur le DC. Je vais rebondir un tout petit peu dans le même sens pour savoir si les conditions d'immatriculation des navires diffèrent selon le registre national ou international, puisque le Togo a deux registres. Est-ce que c'est la même loi qui s'applique? Oui, en général, c'est la même règle. C'est la même règle parce que, en fait, le registre international, c'est beaucoup plus un domaine où, comme le Togo a concédé cette attribution à des techniciens, et la Convention le dit, quand vous lisez la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à partir des articles 90 aux articles 94, c'est dit dedans, effectivement, que l'État du pavillon peut concéder, surtout en matière technique. En matière technique, s'ils n'ont pas de techniciens pour contrôler les navires, le pays peut concéder ça à une société de classification qui a des compétences requises pour pouvoir gérer ça. Donc, à ce niveau, effectivement, nous l'avons concédé à une société qui a des compétences et qui arrive à le faire. Mais pour ce qui concerne, donc les caractéristiques de ces navires sont beaucoup plus des navires gros porteurs qui peut-être ne pourront pas, à notre niveau, c'est-à-dire au registre national, permettre à nos inspecteurs peut-être de maîtriser toute la technicité de la chose, ce qui fait que ça a été concédé. Mais c'est les mêmes conditions. En général, c'est les mêmes conditions. Les subtilités ne sont pas nombreuses. Forcément que les navires battant pavillon togolais au registre national peut-être font beaucoup plus le cabotage au niveau régional. La plupart ne vont pas loin, quoi. Ils sont dans les eaux du golfe de Guinée, peut-être en Afrique ici. Ils ne font pas beaucoup plus des trajets intercontinentaux. Alors qu'au registre international, vous allez voir que tantôt le navire peut être quelque part dans les eaux pacifiques et autres, quoi. Donc, c'est beaucoup plus les navires qui font le cabotage régional ou le cabotage africain ou même le cabotage national qui souvent s'enregistre au niveau de l'immatriculation au registre national. Mais les conditions, de façon générale, sont plus ou moins les mêmes. La seule exception, c'est qu'au registre national, c'est beaucoup plus les gens qui, en fait, les armateurs sont beaucoup plus les armateurs nationaux, les armateurs de la sous-région, CEDEAO et certaines fois africains. Alors qu'au registre international, c'est beaucoup plus, en fait, tout le monde, quoi. Un armateur japonais peut demander le pavillon togolais. Alors, ça me permet même de préciser quelque chose. Le vice-président avait parlé du lien substantiel. Le lien substantiel, c'est beaucoup plus, il faut dire que c'est le droit togolais qui s'applique sur ces navires. C'est le droit togolais en la matière qui s'applique sur les navires battant pavillon togolais. Donc ça, la flotte, le pavillon, c'est souvent
un drapeau qui bat pavillon. Et c'est le droit togolais qui est régi par l'équipage. L'équipage, c'est le droit social togolais qui le régit. Et heureusement, le Togo est parti à la convention MLC et l'a même transposé dans le code de la marine marchande. Donc, c'est à peu près ce qu'on peut dire concernant justement la gestion des navires battant pavillon togolais. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses, je pense, assez claires. Je vois monsieur Pouli qui bouge depuis sur sa chaise. On a aussi une question de monsieur Maître Martial qui, bon, étant donné qu'il est décédé hier, la question était de savoir est-ce que la concession de l'immatriculation des navires à un concessionnaire étranger, est-ce qu'il s'agit d'une bonne façon de procéder? Est-ce que cette manière de faire a-t-elle permis de résoudre donc, le problème? Puisque, vous l'avez bien dit, c'est suite à des actes, à des séries d'activités illicites constatées en mer. Donc, est-ce qu'il n'y a également pas de concessionnaires togolais compétents pour régler cette affaire? Je pense qu'après cette question, M. Pouli pourra avoir la parole. Oui, merci beaucoup. Je remercie également Maître Martial pour cette question qui est intéressante. Parler de la concession. La concession, je ne disais pas que c'est à cause des actes illicites que nous avons concédé. Je dis plutôt que c'est à cause des actes illicites qu'on a interdit aux navires qui sollicitaient le pavillon pour faire la pêche au niveau du registre international. En fait, c'est de ça que je disais, je ne sais pas si la précision elle est importante, elle est très importante dans la mesure où beaucoup de navires sollicitent le pavillon togolais pour faire diverses activités, notamment en matière de pêche. Or, les activités de pêche sont difficilement maîtrisables parce que vous pouvez prendre un pavillon et aller faire d'autres activités. Donc, on ne contrôlait pas beaucoup cette activité. C'est pour cela que rapidement, nous avons suspendu la délivrance du pavillon togolais aux armateurs qui souhaiteraient faire de la pêche. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais maintenant, pour la question de savoir si les armateurs, si les Togolais font la demande qu'ils peuvent gérer genre, l'immatriculation de la gestion du pavillon, on étudiera, en fait, le dossier pourrait être étudié, on verra. Mais je sais qu'en la matière, la plupart des États, je donne quelques grands pavillons dans le monde, hein. Il y a le Libéria, il y a également la Sierra Leone, qui sont, le Libéria également l'un des grands pays en termes de pavillons. C'est des activités hautement techniques et qui nécessitent véritablement pour nos États de concéder cette activité. Ce qui se fait, c'est que quand ils les concèdent, ils font en telle enseigne que des nationaux puissent également participer à ces activités-là. Que ce soit le Libéria ou la Sierra Leone, ils l'ont concédé, la plupart même des pays africains ont concédé, surtout au registre international. Il faut faire la précision également entre le registre national et le registre international. Au registre international, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus technique, et là, il faut concéder. Mais au registre national, ça, c'est les inspecteurs, c'est l'administration maritime qui gère le pavillon togolais au niveau, au registre national. Il faut véritablement le préciser. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup à Modeste Pouli et puis M. Mougué également, hein, Paco, notre cher ami également, il a main levée. M. Pouli, vous avez la parole. Ok, alors bonsoir. Vous m'écoutez? Oui, très bien. Ok, d'accord. Et en fait, moi, ce n'est pas une question, mais c'était pour essayer de donner une précision au niveau de l'immatriculation dont j'assure la responsabilité actuellement. Et il faut tenir compte du fait que l'administration maritime est en train d'être modernisée. Nous avons besoin d'assez de personnel, de techniciens, de compétences pour pouvoir reprendre nos responsabilités au niveau national. C'est la raison pour laquelle l'une des raisons pour lesquelles le Togo a concédé l'immatriculation au niveau international.
Et là, il va falloir également que le personnel que doit être déployé pour que le pays puisse récupérer ce registre international, il faut que les techniciens soient déployés peut-être dans nos ambassades également pour le suivi. Donc là, notre registre international n'a fait que faire des contrats avec les organismes de sécurité reconnus que nous appelons sociétés de classification, les sous-régions au monde qui font le travail à notre place. Même si le travail n'est pas encore ce que nous attendons, nous sommes en train de le parfaire, comme le DC l'a déjà dit. Et concernant les navires de pêche, il a également dit que c'est le suivi. Au-delà du suivi, nous avons également besoin d'avoir l'équipage. Il faudrait que le Togo, les citoyens togolais soient formés dans la navigation afin de pouvoir être embarqués à bord des navires battant pavillon togolais. Allô? Oui, on vous a perdu là, quelques minutes. Oui, oui, j'ai un problème de connexion. D'accord. Voilà, qui vont servir de représentation également de l'administration maritime pour rendre compte des activités que font les navires battant pavillon togolais. Donc, du moment où nous n'avons pas encore cette technologie, il fallait mieux concéder ça à un registre international qui puisse le faire. Mais là, si tout à l'heure, une entité au plan national se présentait avec une bonne nomenclature de pouvoir gérer notre pavillon international, il serait le bienvenu également. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup pour ces compléments d'informations sur l'immatriculation des navires, surtout à l'échelle internationale. Pacom, vous avez la parole. Je ne sais pas trop si vous me suivez. Merci pour l'initiative. On vous suit. D'accord, merci. Merci pour l'initiative. C'est génial ce que vous faites depuis un bon moment. Et le président, le vice-président et toute l'association, je vous salue. Je suis Paco Mougué, juriste environnementaliste. J'ai pris de cours le webinaire, je n'ai pas suivi depuis le début, mais la discussion sur l'immatriculation m'intéresse un peu. Et j'ai suivi les développements qui ont suivi la question du vice-président Désiré. Et je voudrais rebondir là-dessus pour demander. En réalité, tel que ça se présente, ça veut dire que si rien n'est fait, on va rester dans une logique de concession, dans un régime de concession pendant un très long moment. Est-ce qu'il n'est pas possible pour nos États, dans une logique d'intégration, de gestion intégrée de l'immatriculation, de trouver un mécanisme pour pouvoir gérer ça nous-mêmes? Il s'agit de se réapproprier cet outil-là et de faire en sorte que nous-mêmes, nous puissions immatriculer à l'international les navires. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont menées en ce sens au niveau national et au niveau régional? Voilà la première question, sinon préoccupation que je voulais soumettre. La seconde, c'est de savoir si au niveau, par exemple, au niveau national, ou toujours dans une logique d'intégration, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour développer des compétences, pour essayer de faire émerger des institutions capables de faire dans la classification, dans les nomenclatures, pour pouvoir assurer l'immatriculation à l'international des navires, au niveau ouest-africain, par exemple? Est-ce que c'est des choses qui sont en cours en termes de réflexion, du moins? Merci et bonne suite. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je pense que le DC, M. Pouli, M. Mengoli, ces questions d'immatriculation, elles sont brûlantes. Oui, bien sûr. Et puis, en tout cas, ça nous intéresse que les gens puissent véritablement s'intéresser à cette question. Ça nous fait plaisir, quoi. Mais M. Pouli l'a dit, l'administration maritime est en train de se moderniser. L'administration maritime est en train de se moderniser. Et cette modernisation passe par la formation. La formation d'abord du personnel et puis l'équipement adéquat qui pourrait permettre justement de mieux gérer
de mieux administrer les pavillons ou les navires, ce qui n'est pas du tout facile. Et conformément aux différentes conventions maritimes, les conventions pertinentes de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, en matière d'exigence sur un navire, à ce jour, on n'a pas toute la technicité. Il faut être clair, on n'a pas toute la technicité pour le moment de gérer au niveau national notre registre à l'international. Ce serait pour moi, ce serait complexe. Mais nous sommes dans un processus. Le ministère, justement, a des ambitions liées à la formation justement des jeunes à la navigation. Actuellement, beaucoup ils vont à Abidjan pour se former et puis au Maroc. Nous sommes en train de voir si on peut créer des écoles. Emarito a été créé et fait de son mieux. Il faut juste renforcer ses capacités et trouver également d'autres centres de formation en matière de navigation. Et pas que ça, en matière de mécanique, des navires et autres, quoi. Donc, il y a beaucoup de projets liés à cette activité. Et dès lors que nous aurons toute la capacité afférente, toute la capacité liée justement à la gestion d'un navire, surtout au niveau technique, eh bien, je pense que notre État, l'État togolais, va forcément reprendre ou récupérer ces attributions, ces responsabilités liées à la gestion des navires au registre international. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Je pense que oui, il y a encore deux questions. Monsieur Combatté et puis l'autre, la personne qui a le iPhone 1111, je pense, on ne connaît pas encore le nom, mais on va laisser la parole à Combatté et puis le iPhone va suivre. Oui, alors, merci. Bonsoir tout le monde. Et merci quand même aux panélistes pour la clarité de leur exposition. Et j'aimerais poser une question. J'aimerais juste savoir si de nos jours, le Togo dispose d'un plan de gestion des pêcheries dans les eaux maritimes nationales. Donc, c'était ma petite question. Merci bien. Un plan de gestion des déchetteries, n'est-ce pas? Un plan de gestion des pêcheries dans les eaux maritimes. Ah, d'accord, très bien. Monsieur le Président, vous pouvez préciser la question de... je n'ai pas bien entendu sa question. Sauf erreur de ma part, il demandait à savoir si le Togo dispose d'un plan de gestion des déchets en mer. Non, yes. Le Togo dispose d'un plan de gestion des pêcheries. Des pêcheries. La pêcherie, des pêches. Oui. OK. On comprend oui, c'est bien. Intéressant. Oui. Un plan de... Est-ce que le Togo dispose d'un plan de gestion des pêcheries? Je pense que nous l'avons dit dans la présentation. Donc, le Togo a adopté en 2016 une loi portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture. Cette loi pose, si vous voulez, toute la politique de notre pays en matière de gestion des pêcheries. Et cette loi ne vient que mettre en application les différentes conventions en matière de pêche que le Togo a ratifié, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Monsieur Mingoli a parlé également de la Convention du ressort du port, la Convention de la FAO que le Togo a également ratifiée. Et également, le Togo fait partie des différents ORGP, les organisations régionales de gestion des pêches, notamment le CPCO, et d'autres organisations. À partir de ce moment et à partir de ces instructions, le Togo a élaboré et adopté un plan d'action en matière de pêcherie. Je pense que ce plan d'action a été adopté il y a de cela quelques mois seulement. Et à partir de ce plan, justement, la politique du chef de l'État en matière de développement de la pêche sera mise en œuvre et est en train d'être mise en œuvre petit à petit. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on a deux petites questions. On va juste répondre à ces questions. Et si je le permets, on ne va pas trop maintenir donc, les panélistes dans le webinaire. On va se libérer tant qu'il est fait un tout petit peu tard. Alors, la question de... S'il te plaît,
Oui. Il y a le iPhone 1111 qui est là. Oui, effectivement. Donc, sa question est plus une question de Watanti hein, dans le groupe. Oui. Oui, bonjour et merci aux panélistes. Ma question rejoint un peu la gestion des pêches au Togo. Ma question est de savoir si est-ce que le Togo, à ce jour, possède des aires maritimes protégées au Togo et quelle est son intégration dans le processus de gestion des pêches? Je réponds au nom de Mademoiselle Broum et je suis doctorant en gestion et protection du droit en Chine. Merci. Merci beaucoup. Oui, je peux répondre bien sûr. Rapidement à cette question. Je vais être direct. À ce jour, il n'y a pas d'aire marine protégée au Togo en matière de pêcherie. Toutefois, depuis que le ministère est créé, nous avons des projets sur la table, notamment des projets liés à la délimitation de certaines zones pour en faire des zones, des aires marines protégées. On a au moins quelques projets liés à ça, des projets même qui ont été soumis par même l'Université de Lomé, liés aux aires marines protégées en matière de pêcherie. Mais à ce jour, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas. Merci. Merci beaucoup à le DC pour ce franc-parler. Alors, la question de M. Doatanti, je me permets de la poser hein, parce que je la trouve assez intéressante aussi. Hein, la question de savoir, donc, il fait un constat que certains jeunes hein, togolais, bien sûr, se font former dans des différents domaines en France, à l'extérieur, à l'Académie d'Abidjan, mais peinent à trouver des stages à embarquer. La question de compétences tout à l'heure s'est posée hein, s'agissant de l'immatriculation des navires de la concession à des concessionnaires étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas une politique de l'autorité togolaise à l'endroit de ces jeunes hein, suffisamment diplômés hein, de droit maritime qui sont à la quête des stages? Quelles sont les pistes de solutions? Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette question qui est également très importante. La direction des affaires maritimes est chargée justement de l'administration des gens de mer au Togo. Ça veut dire que quand des étudiants sortent en matière de, je vais parler d'abord en matière de navigation, puisqu'il s'agit de ça, en parlant des stagiaires pour justement faire ce qu'ils appellent des stages embarqués, eh bien, c'est l'administration des affaires maritimes qui le font, puisqu'il y a une division dans cette direction qui est chargée justement des gens de mer. Donc, normalement, à ce que je sache, je le dis peut-être sous le contrôle de M. Poulik également, qui pourrait peut-être compléter que quand les jeunes arrivent d'Abidjan ou dans d'autres écoles de formation en matière de navigation, quand ils arrivent, effectivement, l'administration maritime facilite l'embarquement de ces jeunes-là sur des navires afin d'effectuer leur stage. Ce que je peux également ajouter, c'est qu'actuellement, nous sommes en concertation avec le concessionnaire togolais, le concessionnaire qui gère les pavillons togolais, pour trouver, comment je vais dire ça, un cadre dans lequel ils pourront, eux, faciliter les relations avec les différents amateurs qui sollicitent le pavillon togolais. C'est-à-dire que beaucoup d'amateurs sollicitent le pavillon togolais, beaucoup de navires battent pavillon togolais. Et on est en train de trouver un canal, un cadre de coopération, un cadre de facilitation, j'allais dire, pour permettre à ce que les étudiants qui sortent de ces écoles marines, ces écoles de formation à la navigation maritime, puissent justement trouver des stages embarqués afin de finaliser leur formation. Je pense que nous sommes dans cette dynamique-là et ça se fait déjà, mais on peut continuer à renforcer ce mécanisme pour pouvoir faciliter l'embarquement de ces jeunes sur les navires. Parfait, merci beaucoup. Je pense que c'est sur cette question qu'on va devoir clore le webinaire. Isaac, tu as quelque chose à dire? Non, j'aimerais juste préciser qu'il n'y a pas seulement les capitaines de navires et autres
mais il y a aussi des juristes en droit maritime qui sont formés, ils sont nombreux au sein de l'association togolaise du droit maritime et qui voudraient bien avoir aussi des expériences. Donc, si vous pouvez faciliter les choses au niveau de l'association, ou bien de l'entreprise, bien de la société qui gère le second registre, aussi, ce serait très bien. Ce serait une expérience à l'international pour un Togolais. C'est pas mal quand même. Ok, Oui, excusez-moi de renchérir un peu pour dire que vous savez mieux la gestion du domaine du secteur public. Tout doit être budgétisé avant de déployer. Vous allez voir que le Togo aurait bien voulu employer ces jeunes qui viennent de rentrer de leur formation, mais lorsque le budget n'est pas assez conséquent pour leur prendre leur prise en charge, ça serait un peu compliqué. Et là, il faut aussi voir quel a été le contrat qui a été signé entre l'administration maritime et le concessionnaire du registre international. Donc, nous sommes en train d'étudier tous ces paramètres pour voir s'il faut, à la révision du contrat, le résilier et le ramener au plan national afin de l'étendre, ou bien s'il faut l'élargir et maintenant voir un volet pour lequel ils pourront employer des citoyens togolais pour travailler avec eux. Tous ces paramètres sont en train d'être pris en compte. Maintenant, pour les navigants, comme le DC l'a dit, c'est un peu compliqué également parce que selon le code de la marine marchande, il faut employer 2 à 4 marins togolais à bord des navires selon la taille du navire. Maintenant, il faut voir les zones de navigation. Lorsque le navire navigue dans les eaux où la majorité de... C'est vrai que l'OMI a choisi l'anglais comme la langue de travail sur les navires. Lorsque la zone de navigation de nos navires, que je peux dire sont majoritairement soit dans l'océan Indien, le Pacifique ou la Méditerranée, la langue de travail peut être soit le chinois ou d'autres langues à part l'anglais, parce que les équipages peuvent être homogènes. Donc, l'insertion de nos marins est un peu compliquée à ce niveau parce qu'il faut aussi voir le volet contrat. L'armateur peut décider qu'il va donner un contrat d'un salaire donné à un marin chinois. Le nôtre va avoir un salaire qui ne sera pas comparable à celui d'un Chinois à bord. Donc, tous ces paramètres doivent être étudiés à fond. Et la division des gens des mers au sein de la direction des affaires maritimes est en train d'étudier ces paramètres avec la convention collective qui est aussi en gestation actuellement. Donc, je crois que tout ça là, dans les années à venir, ça va prendre effet et la modernisation est en train d'évoluer comme ça. Merci. Parfait. Merci beaucoup pour ces compléments d'information. Je pense que nous allons conclure. Il faut très rapidement remercier tout d'abord Monsieur le ministre, Son Excellence Monsieur le ministre de l'économie maritime, Kokou Edem Tengue. Remercier Monsieur Stanislas Baba, ministre conseiller à la mer. Remercier également M. Ismaël Kodjokomi, directeur de cabinet au sein du ministère de l'économie maritime. Remercier M. Mengoli, remercier M. Aloula, vous qui avez accepté, facilité l'organisation de ce webinaire d'aujourd'hui. Je pense que nous allons formuler donc le vœu de maintenir ces activités, ma foi, qui permet de renouer la théorie à la pratique, qui pour nous, en tant que chercheurs, est très, très édifiante, ces genres d'activités. Je formule également le vœu des membres de l'Association togolaise de droit maritime qui sont suffisamment des juristes qui travaillent sur des questions de droit maritime. Le droit étant partout, étant au service de la société, l'économie matérielle ne peut guère prospérer sans un cadre juridique efficace. C'est pour ces raisons que les membres de l'Association togolaise de droit maritime formulent donc le vœu de travailler étroitement, de rester assez disponible aux côtés des acteurs de l'économie maritime dans nos pays pour
une amélioration du cas, une proposition d'amélioration du cadre juridique pour un travail de concert, comme évoqué tout à l'heure par M. Ismaël Kodio, que le travail doit beaucoup plus être un travail de groupe, un travail de concert. Donc, je pense que l'association ne doit pas être négligée également parce qu'au sein de l'association, suffisamment de juristes aguerris sur le droit maritime. Je vous remercie encore pour votre disponibilité et j'espère qu'on n'a pas fini avec vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, on est à votre disposition. Merci beaucoup. Allez, salut tout le monde. Allez. Hey, Monsieur Poulet. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Poulet. C'est pas facile, mais on nous a fait des cours.